Je venais de raccrocher avec un client quand la notification a glissé sur mon écran. Au début, j'ai cru à un spam, une de ces tentatives de phishing qui passent entre les mailles du filet. L'objet du mail était trop brutal, trop froid. Votre poste est supprimé, prise d'effet immédiate. Pas de bonjour, pas une once d'explication, pas même une signature. Juste ces 6 mots, comme une balle tirée en plein cœur après 22 ans de loyauté. Je suis restée assise, les doigts encore posés sur le clavier, à écouter le ronronnement de la climatisation. Autour de moi, dans l'open space, l'agitation habituelle reprenait son cours. Les téléphones qui sonnent, les imprimantes qui crépitent, quelqu'un qui rit un peu trop fort à une mauvaise blague. Mais à l'intérieur de ma poitrine, tout s'était figé. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Je n'ai pas hurlé, même si une brûlure me serrait la gorge. J'ai juste fixé cet email, sentant le poids de chaque nid passé au bureau, de chaque week-end sacrifié, de chaque évaluation client 5 étoiles que j'avais personnellement assurée pour cette boîte. 2 décennies d'excellence, effacées par une procédure automatisée. Je l'ai relu, plus lentement, comme si le sens pouvait changer. Il n'a pas changé. Je me suis adossé à mon fauteuil, laissant le silence m'envahir. Ce n'est pas la colère qui est venue en premier, ni la tristesse. C'était quelque chose de plus calme, de plus tranchant, le genre de calme qui précède une tempête. Il pensait que j'allais plier bagage sans un mot, partir sur la pointe des pieds comme une vieille relique et disparaître dans l'oubli. Il pensait se débarrasser d'un vieux meuble, pas d'un être humain. Mais je n'étais pas un meuble, et je n'avais pas dit mon dernier mot. Pendant 22 ans, j'avais bâti l'épine dorsale invisible de cette entreprise. Je n'avais pas seulement conçu les systèmes qui la rendaient si performante. Je vivais à l'intérieur de ces systèmes, je les respirais, je les protégeais de l'effondrement. Ce que mon chef n'a jamais compris, ce que le conseil d'administration n'a jamais pris la peine de savoir, c'est que tout fonctionnait grâce à moi, et uniquement à moi. Je me suis levé, j'ai lissé mon chemisier, et je me suis dirigé vers les toilettes. Le miroir m'a renvoyé mon propre visage, rouge à lèvres impeccable, cheveux en ordre, une expression illisible. J'ai soutenu mon propre regard jusqu'à ce que les tremblements cessent. Pas de crise de nerfs, pas de supplication. Pas ici, pas devant eux. À la place, j'ai sorti mon téléphone, j'ai navigué jusqu'à un dossier enfoui sous 6 niveaux d'arborescence et je l'ai ouvert. Protocole coupe-circuit. Personne n'en connaissait l'existence, pas même les services informatiques, et certainement pas mon chef. C'était ma police d'assurance, créée des années plus tôt lors d'une crise dont personne, sauf moi, ne se souvenait. En bas de l'écran, il y avait un seul bouton. Je n'ai pas appuyé, pas encore. Mais le simple fait de savoir qu'il était là me redonnait une contenance. De retour à mon bureau, j'ai commencé à remplir mon carton, lentement, délibérément. Pas les babioles qu'il m'avait offertes pour le titre d'employé de l'année, pas les trophées en verre gravés de slogans creux. Tout ça n'avait plus aucune valeur. J'ai choisi avec soin. Le stylo plume en laiton de mon père, le premier dessin de ma fille, plié et décoloré, le petit galet que j'avais gardé de la plage, l'année où mon mariage s'était effondré et où, malgré tout, j'avais survécu. Des choses qui comptaient, des choses qui me rappelaient qui j'étais en dehors de ces murs. Pendant que je rangeais, l'email restait ouvert sur l'écran, me défiant du regard. Un deuxième message est arrivé. Veuillez vous assurer de remettre vos badges d'accès, votre ordinateur portable et tout autre bien de l'entreprise au RH avant 17 heures. Toujours pas de signature, pas de voix humaine, juste la procédure. Cela ne m'a pas paru cruel, mais lâche. 22 ans de loyauté et mon chef n'avait même pas la décence de venir me le dire en face. J'ai souri, un petit sourire amer au coin des lèvres, car à cet instant, j'ai compris une chose qu'ils ne comprendraient jamais. Ce n'était pas eux qui avaient le contrôle, c'était moi. Quand j'ai enfin quitté le bureau, je n'ai pas claqué la porte, je n'ai ni crié ni insulté. J'ai simplement traversé le couloir avec mon carton, suivi par un bourdonnement de chuchotements. Certains collègues ont détourné le regard, d'autres avaient l'air coupables, et un ou deux semblaient presque soulagés. Qu'ils s'interrogent. J'ai continué à marcher,
chaque pas mesuré, chaque battement de mon cœur régulier. Ils croyaient que je partais sans faire de vagues. En apparence, c'était peut-être le cas, mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux n'aurait pu deviner, c'est que le coupe-circuit était déjà armé, caché, en attente. Et le moment venu, je l'actionnerais. L'empire qu'ils avaient bâti sur mon dos s'effondrerait d'une simple commande que moi seul pouvais inverser. Arrivé au parking, j'ai posé le carton sur le siège passager et je suis resté un instant dans le silence de ma voiture. Le soleil déclinait derrière l'immeuble qui avait englouti la moitié de ma vie. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus possédé par cet endroit. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Mais la liberté ne suffisait pas, plus maintenant. Ce n'était pas juste la perte d'un travail, c'était une trahison. Et une trahison appelle une réponse. J'ai démarré, serré le volant et murmuré pour moi-même. Ils voulaient que je parte. Très bien. Mais ils vont bientôt apprendre le vrai sens du mot supprimer. Je ne suis pas rentré directement. J'ai roulé jusqu'au quai de Saône. C'était mon refuge à Lyon, l'endroit où j'allais toujours quand le monde partait de travers. Un vieux banc déglingué surplombait le fleuve, sa peinture écaillée, les mouettes tournoyantes au-dessus comme des pensées agitées. Je me suis assise là, mon carton à côté de moi, l'email de l'entreprise encore gravé dans mon esprit. Supprimer. Un mot pour un meuble cassé ou un logiciel obsolète, pas pour une personne, pas pour moi. J'ai respiré l'air humide et j'ai laissé le silence m'envelopper. Et lentement, la colère a commencé à monter. Pas la colère chaude et impulsive qui se consume vite, mais celle froide et déterminée qui s'installe dans vos os et s'aiguise en résolution. Ils n'avaient pas seulement pris mon travail, ils avaient tenté de m'effacer. Pendant des années, j'avais été l'échafaudage invisible qui maintenait l'entreprise debout. La plupart des gens ne réalisaient même pas que les systèmes dont ils se vantaient auprès des investisseurs, les portails clients fluides, les tableaux de bord automatisés, même les modules de détection de fraude, étaient mes créations. Mes mains les avaient bâtis. Mon esprit avait tissé les liens que personne d'autre ne pouvait voir. Et au cœur de ces systèmes, enfouis sous des couches de protocoles de sécurité, j'avais laissé quelque chose, une clé cachée, un coupe-circuit. Ce n'était pas malveillant à l'origine, c'était une assurance. Après un plantage de serveurs lors de ma 10e année, causé par un jeune cadre imprudent, j'avais compris à quel point tout était fragile. J'avais donc conçu ce protocole secret, un moyen de reprendre le contrôle si la chaîne de commandement officielle venait à faillir. Personne ne l'avait approuvé, personne ne savait même qu'il existait. Il ne répondait qu'à moi. Pendant 12 ans, il était resté là, dormant, jusqu'à aujourd'hui. L'entreprise se croyait intouchable. Dans son arrogance, elle avait oublié une chose essentielle. Les systèmes ne sont pas que du code, ils sont humains. Et j'étais l'humain qu'ils ne pouvaient pas remplacer. J'ai sorti mon ordinateur portable personnel, celui que je ne connectais jamais à leur réseau. Depuis un petit disque crypté, j'ai ouvert le programme. Mes mains planaient au-dessus du clavier, calmes, assurées. Il aurait été facile d'appuyer sur Entrée, là, maintenant, et de regarder leur empire s'écrouler en temps réel. Mais je ne l'ai pas fait. Pas tout de suite. Il ne s'agissait pas d'une simple blague numérique. Il s'agissait d'années de contrats, de clients, de salaires, de données. Puis j'ai repensé à l'email. Pas un appel, pas une poignée de main, pas un merci. Juste supprimé. Après 22 ans. Ma mâchoire s'est crispée. Oui, j'étais prête. La première étape fut discrète. Pas d'alarme, pas d'écran rouge clignotant. Juste une fenêtre de commande silencieuse, texte blanc sur fond noir. J'ai entré le mot de passe que j'avais mémorisé des années auparavant. Une combinaison de la date de naissance de ma fille et des initiales de mon père, l'homme qui m'avait appris à survivre dans un monde qui, souvent, vous veut petit. Accès autorisé. Ces 2 mots m'ont fait frissonner. J'ai tapé la séquence lentement, délibérément. Lancer le protocole d'urgence. Le curseur a clignoté une fois, puis un message est apparu. Confirmer O/N. J'ai appuyé sur O, et c'est ainsi que tout a commencé. Ça a débuté par les systèmes non essentiels, la messagerie interne, les portails RH, les agendas partagés.
En quelques minutes, le premier domino est tombé. Les employés ont été déconnectés de leur boîte mail en pleine conversation. Les réunions ont disparu des calendriers. Puis sont venus les coups plus durs. Les serveurs d'approvisionnement ont gelé. Le tableau de bord analytique a renvoyé des codes d'erreur. Les factures automatisées tournaient en boucle en mode brouillon. Je visualisais la scène dans ma tête, étage par étage, comme les lumières d'un gratte-ciel qui s'éteignent au crépuscule. Et au centre de tout ça, il y avait Eric, mon chef. L'homme qui n'avait même pas signé l'email qui avait mis fin à ma carrière. J'imaginais sa panique quand les premiers appels arriveraient, sa voix se brisant en aboyant des ordres qu'il ne comprenait pas. Il accuserait le service informatique, puis le service juridique, puis n'importe qui sauf lui-même. Mais tôt ou tard, son regard se tournerait vers moi. Et c'était exactement ce que je voulais. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis adossé au banc. Les mouettes criaient au-dessus de moi, indifférentes. Les lumières sur les quais s'allumaient une par une. L'envie de téléphoner à quelqu'un m'a effleuré. Ma fille peut-être. Mais que lui aurais-je dit ? Que je venais de paralyser l'entreprise pour laquelle j'avais passé la moitié de ma vie ? Non. Ce n'était pas une confession. C'était un commencement. Car le coupe-circuit n'était pas seulement destructeur. Il contenait une autre couche, une qu'il ne trouverait jamais. Une architecture squelette, une version fantôme du système qui n'appartenait qu'à moi. Pendant que leur serveur s'étouffait d'erreurs, le mien tournait silencieusement en arrière-plan, intact. Je ne les avais pas seulement mis à l'arrêt, j'avais repris possession de ma création. En rangeant mon ordinateur, j'ai aperçu mon reflet sur l'écran sombre. Mon visage était le même que le matin, mais quelque chose derrière mes yeux avait changé. Je n'étais plus brisé, je n'étais plus superflu, j'étais éveillé. Le téléphone dans ma poche a vibré, une fois, puis deux, puis un déluge de vibrations. Inutile de vérifier pour savoir qui c'était, la boîte, mon chef. La panique se propageait déjà comme une traînée de poudre. J'ai souri faiblement, qu'il transpire. Pour la première fois depuis des années, ce n'était plus moi qui dépendais de leur calendrier, c'était eux qui dépendaient du mien. Les premiers appels sont arrivés dans l'heure. Au début, je les ai ignorés. Numéro inconnu, ligne de l'entreprise, le service juridique, même le portable personnel d'Eric. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que mon téléphone ne soit plus qu'un bourdonnement incessant sur la table. Puis un message est passé, envoyé par une ancienne collègue, Anna, la seule en qui j'avais un minimum confiance. C'était court. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tout le bâtiment est en panne. » Je l'ai lu 2 fois. Mes mains ne tremblaient pas. Je me sentais d'un calme olympien. Je n'ai pas répondu. J'ai rouvert mon ordinateur pour consulter les diagnostics. J'avais conçu le protocole d'urgence comme une marée, silencieuse, inévitable, impossible à arrêter une fois lancée. De leur côté, les tableaux de bord devaient afficher le chaos. De mon côté, tout était clair. Mon architecture privée fonctionnait sans accroc. Ce n'est que le lendemain matin que l'affaire a commencé à fuiter. D'abord des chuchotements sur des forums professionnels, puis un message d'un de nos fournisseurs sur les réseaux. À midi, des fils de discussion étaient remplis de descriptions des messages d'erreur. Les spéculations allaient bon train. Pirates, rançongiciels, un employé mécontent. Personne ne connaissait la vérité, mais tout le monde sentait l'odeur du sang. Et Eric, lui, paniquait. Je le savais sans même le voir. Vers 14 heures, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Alice, mon ancienne assistante. 26 ans, sous-payée, brillante, et l'une des rares personnes à avoir vraiment écouté quand j'expliquais comment les choses fonctionnaient. Son message était prudent. Eric rejette la faute sur le service informatique. Ils sont en pleine panique. Tout le monde sait que c'est plus grave. Est-ce que je dois m'inquiéter ? J'ai fixé l'écran. Alice était intelligente. Elle se doutait déjà de la vérité. J'ai tapé une seule phrase. Ne te laisse pas entraîner dans son bourbier. Prends tes distances. Fais-moi confiance. 3 petits points ont clignoté, puis ont disparu. Elle n'a pas répondu. Ça me disait tout. Le soir, l'entreprise a publié un communiqué de presse. Nous procédons actuellement à une révision planifiée de nos systèmes. Nos clients peuvent rencontrer des perturbations temporaires. Une révision planifiée. J'ai failli rire. Mais derrière l'amusement,
il y avait quelque chose de plus lourd. Des centaines d'employés étaient bloqués, leurs clients abandonnés. Des contrats s'effondraient, l'argent s'évaporait d'heure en heure. C'est là que la culpabilité s'est insinuée. Est-ce que je punissais les bonnes personnes? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Quelque part dans la ville, Eric devait faire les 100 pas dans son bureau vitré, hurlant sur ses équipes pour obtenir des réponses que personne ne pouvait lui donner. Et j'ai compris une chose importante. Eric n'était pas le seul à m'avoir sous-estimé. Je m'étais sous-estimé moi-même. Pendant des années, j'avais cru avoir besoin de leur validation. Mais au moment où ils m'ont jugé superflu, j'ai enfin vu la vérité. J'avais toujours été la fondation. Ils ne s'en étaient simplement pas rendus compte avant qu'elle ne se fissure. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était Eric lui-même. Sa voix était cassante. « Hélène, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais c'est du sabotage. On va vous poursuivre, vous allez tout perdre. Annulez ce que vous avez fait et peut-être qu'on pourra trouver un arrangement. » Je l'ai écouté en silence. Puis, d'une voix calme et posée, j'ai dit « Vous m'avez viré par email, Eric. Vous m'avez jugé superflu. J'ai donc agi en conséquence. » Il a bafouillé quelque chose à propos d'avocats et des prud'hommes, mais je l'ai coupé. Vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas d'avocats. Il s'agit de propriété. Et vous n'avez jamais possédé ce que j'ai construit. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Le silence qui a suivi était lourd, mais il n'était pas vide. Il était à moi. Et en sirotant mon café, j'ai su que les fissures dans leur empire ne faisaient que commencer à s'étendre. J'ai attrapé un stylo et une feuille. Quand le monde devient bruyant, le papier aide. Point 1. Protéger les innocents. Point 2. Tout documenter. Point 3. Décider quoi construire, pas seulement quoi détruire. Protéger les innocents, ça voulait dire Alice d'abord. Je l'ai appelée. Ils ont verrouillé l'étage informatique, a-t-elle murmuré. Eric campe dans la salle de crise. Il n'arrête pas de répéter ton nom comme s'il le mâchait. Sauvegarde ton propre travail sur un disque personnel, tant que c'est légal. N'exécute aucun de ses ordres. Ne les laisse pas te faire porter le chapeau. Hélène, c'est toi qui as fait ça? J'ai fait en sorte que le système ne puisse pas être utilisé contre ceux qui l'ont bâti. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Un silence, puis une expiration qui mêlait soulagement et peur. D'accord. Vers la fin de l'après-midi, Anna m'a envoyé la photo d'une note de service. Le titre était une vieille rengaine, Optimisation du leadership, suivi de Suppression des postes historiques, prioriser les réductions parmi les plus de 45 ans, minimiser les indemnités. Le genre de document que les gens jurent ne pas exister. Il existe toujours. Où as-tu trouvé ça? Ai-je demandé. Bac de l'imprimante du 9e, a-t-elle écrit. Quelqu'un a fait imprimer tout et a oublié le papier. J'ai tout sauvegardé. Les messages vocaux d'Eric, les emails sans signature, mes notes de conception, l'historique des versions qui prouvait que j'étais l'auteur de tout. Ce que j'avais fait attirerait les avocats, mais j'avais vécu assez longtemps au milieu des règles pour savoir lesquelles comptaient vraiment. Le soir, Alice a rappelé. Il a essayé de réembaucher toute ton ancienne équipe, double salaire. Personne n'a accepté. Les prestataires s'en vont, les juristes se déchirent. Est-ce que tu es en sécurité? Ai-je demandé. Pour l'instant, les RH m'ont demandé de rédiger une déclaration accusant un fournisseur tiers. J'ai refusé. Je ne signerai pas un mensonge. J'ai souri malgré moi. Bien. Sa voix s'est affermie. Hélène, si je partais, je te dirais de partir la tête haute avec tes notes sauvegardées. Et je te dirais de te reposer une semaine avant de décider quoi que ce soit. Après avoir raccroché, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau que je n'avais pas touché depuis des mois. Son nom était simple, Refuge. À l'intérieur, il y avait les plans de ce qu'on ne m'avait jamais laissé proposer, une architecture propre, modulaire, transparente. Pas encore un produit, une promesse. J'avais commencé à y travailler le soir où Eric avait qualifié mon design de trop vertueux pour être monétisé. J'ai réservé un nom de domaine, j'ai contacté une avocate en qui j'avais confiance,
Je lui ai demandé une consultation sur les clauses de non-concurrence et de propriété intellectuelle. Je lui ai dit que je voulais construire quelque chose qui ne demanderait à personne de renoncer à sa colonne vertébrale. Puis j'ai rédigé un court message à 3 clients qui avaient mon numéro personnel. Je n'ai rien vendu. Je n'ai pas jubilé. J'ai écrit « Consultez la section sur le basculement de secours dans votre contrat. Si vous avez besoin d'aide pour la comprendre, je peux vous guider en tant que consultante indépendante. » C'était tout. Propre, sans franchir aucune ligne. Mon téléphone a vibré une dernière fois avant que je m'endorme. Un texto d'un numéro inconnu. Acceptez-vous des contrats privés sous une nouvelle entité ? Pas de nom, juste une question. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fixé le curseur clignotant et j'ai repensé au banc, aux mouettes. Brûler ou construire ? J'avais assez brûlé de choses pour une vie. Demain, je choisirai. Le lendemain matin, je me suis réveillé sans réveil pour la première fois depuis des années. Pas de boîte de réception qui m'attendait comme une bouche affamée, juste le silence. Sur le comptoir de la cuisine, mon ordinateur attendait, le dossier refuge toujours ouvert. Des schémas clairs, une architecture saine, un squelette attendant sa chair. J'ai versé mon café et je me suis assise. Si j'allais de l'avant, il n'y aurait pas de retour en arrière. Alice a appelé en milieu de matinée. « Je suis partie », a-t-elle dit simplement. « Comment tu te sens ? » Terrifiée, libre, les deux à la fois. « Et maintenant ? » « Maintenant, ça dépend de nous, ai-je dit. Je construis quelque chose de nouveau, pas une autre boîte qui broie les gens, quelque chose qui tient parce que les gens se serrent les coudes. Tu en es ? Elle n'a pas hésité. Oui. C'était la première brique. Le mot a circulé. Des gens sont venus. Pas beaucoup, mais assez. Et chacun d'eux portait des cicatrices. Ils ne couraient plus après le prestige, ils voulaient de la dignité. Pendant ce temps, l'empire d'Eric s'effondrait en temps réel. L'action en bourse a chuté, les clients ont fui, la presse a déterré la note de service sur les postes historiques et l'indignation a fait le reste. Les journalistes ont essayé de m'appeler, mais j'ai refusé toutes les interviews. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. La vérité était déjà écrite dans leur ruine. Un soir, Anna m'a envoyé un lien vers une interview d'Eric. Il avait vieilli de 10 ans en une semaine. Une employée malveillante nous a sabotés, insistait-il, la voix tremblante. Les commentaires l'ont anéanti. Si elle était si superflue, pourquoi tout est cassé ? On dirait que t'as viré ta colonne vertébrale, génie. Pour une fois, je n'ai pas ressenti de satisfaction, juste de la pitié. Les semaines ont passé, Refuge a grandi, tranquillement. Nous avons signé notre premier client, une PME qui s'était fait avoir trop de fois. Nous leur avons promis la transparence, pas la perfection. Et quand le système a fonctionné exactement comme prévu, ils m'ont envoyé un mot de remerciement qui disait simplement « Vous nous avez donné le sentiment d'être à nouveau humain ». Cette seule ligne valait plus que 22 ans de trophée. Puis est venu l'appel le plus difficile, ma fille. « Maman ?» a-t-elle demandé prudemment. « Est-ce que c'est vraiment toi qui les as mises à l'arrêt ?» J'ai pensé à mentir. Mais je me suis souvenu de toutes les histoires que je lui avais racontées sur le courage et l'honnêteté. Oui, j'ai construit leur système, et je les ai empêchés de les utiliser contre des gens comme moi. Il y eut une pause, puis doucement, bien. Ma gorge s'est nouée. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti un poids que je portais depuis des années se soulever enfin. Avec le recul, cet email a été la plus cruelle des bénédictions. S'il ne m'avait pas forcé à partir, je serais peut-être encore là-bas, à me tuer à la tâche pour des gens qui ne voyaient en moi qu'un chiffre sur un bilan comptable. Eric a essayé de m'effacer. Le conseil d'administration a essayé de m'effacer. Mais je n'étais pas parti. J'étais là, à construire, toujours debout, et enfin, selon mes propres termes. Un soir, je suis retourné sur le banc au bord de la Saône, là où tout avait commencé. J'ai ouvert un carnet, pas un ordinateur, et j'ai écrit une seule phrase en haut d'une page blanche. Construire comme si l'humain comptait. C'était ça le message, c'était ça le plan. Et tandis que je fermais le carnet, le regard perdu sur l'eau,
j'ai réalisé une chose que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'étais plus en colère, je n'étais plus superflu, j'étais libre.